Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 31. Un outil essentiel pour mieux communiquer et mieux se comprendre. Bienvenue dans ce 31e épisode. Avez-vous déjà eu l'impression que quoi que vous disiez, l'autre ne vous comprend pas vraiment ? Que certaines conversations tournent toujours au vinaigre, au malentendu, au conflit, sans que vous sachiez vraiment pourquoi ? Et si je vous disais qu'il existe un outil simple mais terriblement efficace pour débloquer ces situations ? Un outil qui pourrait littéralement transformer votre façon de communiquer avec votre entourage. Que ce soit avec votre partenaire, avec vos enfants, vos amis, vos collègues, cet outil peut faire toute la différence. Et pour celles et ceux qui travaillent dans la relation d'aide, il deviendra un précieux allié dans votre pratique, à la fois thérapeutique et préventive. Aujourd'hui, on va parler des positions de vie. Alors, position de vie, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Et non, ça n'a rien à voir avec une posture de yoga, hein. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Pourquoi est-ce un levier puissant pour mieux se comprendre et éviter bien des tensions ? Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment fonctionnent les positions de vie et surtout vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez les appliquer dès aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un vrai game changer et pour tout vous dire, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu découvrir plus tôt. Alors c'est parti. Qu'est-ce que sont les positions de vie ? Avant de plonger dans l'application concrète de cet outil, faisons un rapide détour par sa définition. Car pour bien comprendre son impact, il faut d'abord savoir d'où il vient et comment il fonctionne. Et bien sûr, parler de la même chose. D'où viennent les positions de vie ? Un concept clé pour mieux comprendre les autres. Les positions de vie, c'est un concept qui nous vient de l'analyse transactionnelle. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est l'analyse transactionnelle, je le rappelle ici rapidement. C'est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication qui a été développée aux États-Unis dans les années 60 et qui a rapidement gagné les milieux psychiatriques US, puisque l'Association internationale d'analyse transactionnelle comptait dans les années 80 plus de 10 000 membres. Donc vous voyez, c'est pas rien. Par contre, l'implantation du modèle a été bien plus limitée et progressive en Europe. Je dirais qu'aujourd'hui en France, elle est surtout utilisée dans le milieu du coaching, en entreprise et par certains psychologues. Son fondateur, c'est Eric Berne. Psychiatre dans les années 50, il baigne dans la psychanalyse freudienne qui est l'approche dominante de l'époque. Mais cela ne lui convient pas complètement. Il prendra rapidement ses distances avec ce courant et se mettra à développer sa propre approche théorique. On peut donc dire que son modèle tire ses racines à la fois du behaviorisme et de la tradition freudienne. Son idée, c'est de rendre accessible au grand public un certain nombre de concepts psychologiques. Finalement, et pour résumer, les objectifs de l'analyse transactionnelle, c'est aider chacun à mieux se comprendre et à comprendre les autres, améliorer les relations et désamorcer les conflits tant au niveau personnel que professionnel, aider les personnes à prendre conscience de leurs schémas comportementaux et effectuer des changements positifs pour s'épanouir. On est là dans une définition non dévoyée du développement personnel. Et bien sûr, traiter les troubles psychologiques. En bref, c'est un modèle qui se veut pratique, accessible et efficace. Mais alors, qu'est-ce que ces fameuses positions de vie et pourquoi sont-elles si essentielles pour mieux communiquer ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Position de vie, un outil simple pour éviter les conflits. Les positions de vie, c'est un outil relationnel. C'est un prisme à travers lequel vous vous voyez vous-même et à travers lequel vous percevez les autres. Autrement dit, c'est la place que vous vous donnez dans une relation et celle que vous accordez à votre interlocuteur. Classiquement, les positions de vie sont définies comme la croyance que nous avons en notre propre valeur et en la valeur de notre interlocuteur à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. Et vous allez voir, cette perception a un impact énorme
sur tous nos échanges et sur la qualité de notre communication. Comment ça fonctionne ? Eh bien, tout repose sur une double évaluation. Comment je me perçois moi-même ? En plus, en moins ? Et comment je perçois l'autre ? En plus ou en moins ? Donc soit on va se percevoir de façon positive, autrement dit je pense que j'ai de la valeur, ou si je le formule autrement, j'ai confiance en moi, je ne me surévalue pas non plus, mais j'ai conscience de mes points forts et de mes points faibles. Ça, c'est ce qu'on appelle une position plus. Au contraire, si je me perçois en position moins, eh bien à cet instant je vais penser de moi que je ne vaux rien. Je peux même me rabaisser et faire de l'autodérision. Et c'est pareil pour ma perception de l'autre. Elle peut être en positif ou en négatif. Si c'est en plus, je considère que l'autre a de la valeur à mes yeux. Là encore, il ne s'agit pas de le mettre sur un piédestal, mais de simplement le voir tel qu'il est, avec ses forces et ses difficultés. Si je le perçois en moins, alors l'autre n'a plus de valeur à mes yeux. Il n'est pas à la hauteur. Et là, je peux même le dévaloriser et le rabaisser. Vous me suivez jusque-là ? Donc vous voyez que les positions de vie que je peux adopter selon ce modèle, elles sont au nombre de 4 et on va les passer rapidement en revue. Il y a le plus, la communication idéale. Sachant que le premier signe représente toujours comment je me perçois et le deuxième, comment je perçois l'autre. Donc si je suis en plus, je suis dans de bonnes conditions de communication. Ça roule, je me respecte, je te respecte, je t'accepte tel que tu es, j'ai conscience de ma valeur et de la tienne. Autrement dit, on communique sur un pied d'égalité, c'est un échange équilibré. Alors ce n'est pas le monde des bisounours non plus, Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des difficultés, mais on pourra les résoudre sereinement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de la coopération, il y a de l'ouverture d'esprit, il y a écoute et respect mutuel. Le plus, c'est la position qui permet des relations saines, et c'est aussi la position à viser. Mais on ne peut pas toujours y être. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais on va y revenir. On peut être en position moins. Alors là, c'est la cata. C'est l'impasse relationnelle. Parce que je me perçois plus bactère, et puis toi aussi, Je ne vaux rien, et toi non plus. C'est le terrain du défaitisme, du cynisme, du fatalisme. Le moins, c'est aussi la position qu'on expérimente quand on est déprimé, au sens médical du terme. On peut être en plus-moins, c'est une attitude dominante, c'est-à-dire que moi, je me perçois avec de la valeur, mais pas toi. Résultat, j'adopte une posture condescendante, voire arrogante, je peux mépriser, être hautain, donner des leçons ou imposer mon point de vue. C'est la posture de « je suis du bon côté, mais toi non ». Clairement, dans le plus-moins, on ne fait pas partie du même monde. Et dans une relation, vous imaginez bien que ça pique un peu. Un petit exemple en passant, c'est quand François Hollande traitait les Français de sans-dents. Clairement, là, il était en plus-moins. Et enfin, il y a le moins-plus. Ici, je vais me considérer comme inférieur à toi. Je vais me dévaloriser, m'excuser d'exister. Je vais être en admiration devant toi, un peu comme si je te voyais de façon idéalisée. Je peux avoir tendance à m'effacer, à accepter des choses qui ne me conviennent pas par peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Et tout ça, ça peut amener de la frustration, de la culpabilité. Exemple typique de la dynamique moins plus, c'est Watson et Sherlock Holmes. Watson admire profondément Sherlock Holmes. Il le voit comme un génie absolu, et il se met souvent en retrait, considérant qu'il ne pourra jamais rivaliser avec son intelligence. Il se dévalorise en sa présence, et accepte parfois d'être traité avec une certaine condescendance. Pour illustrer, voilà une citation de Watson dans Conan Doyle. « Je me considérais comme un simple témoin, un biographe, rien de plus. Mon rôle était d'écouter et de transcrire, mais en aucun cas de participer. » Vous le voyez là, le moins plus ? Peut-être que déjà avec toutes ces explications, vous commencez à percevoir que certaines positions de vie combinées les unes aux autres vont pouvoir former des couples infernaux. Si je reprends mon exemple de Watson et Sherlock Holmes, on l'a vu, Watson est en moins plus. Mais Sherlock Holmes, lui, il est en plus moins. Il est persuadé de sa supériorité intellectuelle et il méprise souvent Watson quand même. Il le rabaisse et puis il ne le considère pas vraiment comme quelqu'un d'utile. Bon, c'est un simple assistant, quoi. Si je caricature pour que vous compreniez bien, Watson, il est en moins plus, genre je suis nul et Sherlock a toujours raison, et Sherlock Holmes, lui, il est en plus moins. Il se dit « Exactement, moi je sais tout et toi non ».
Résultat, un cercle vicieux où l'un alimente la soumission de l'autre et où celui qui se pense supérieur va prendre toute la place. Mais pour rendre tout ça encore beaucoup plus clair, on va prendre un exemple par rapport à la relation de couple. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Comment éviter les tensions dans le couple grâce aux positions de vie ? Maintenant, je vous propose de prendre la même situation et de la faire passer par les différentes positions de vie. Sophie en moins plus et Mathieu en plus moins. Sophie rentre du travail. Les épaules basses, le souffle court. Elle traîne un peu les pieds, exténuée par sa journée. Mathieu, lui, est déjà rentré. Elle le trouve affalé dans le canapé à scroller sur son téléphone. Elle se dirige vers la cuisine, traînant son sac à la main comme un fardeau. Et là, elle s'arrête net. Que voit-elle ? L'assiette de Mathieu est encore sur la table. Des miettes éparpillées partout. La poêle sale trône sur la plaque. Sophie pousse un long soupir. Elle baisse légèrement la tête, hésite, puis murmure « Ton assiette de midi est toujours là ? Et je vais la laver, comme d'habitude. » Mathieu ne lève même pas les yeux de son écran. Il hausse les épaules, l'air détaché. « Bah, si ça te dérange tant que ça, t'as qu'à t'en occuper, hein !» Son ton est un peu acerbe, mais presque blasé. Comme si la question ne le concernait même pas. Sophie baisse les yeux. Alors, analysons un peu tout ça. La soirée ne commence pas très bien. Sophie est clairement en moins plus. Elle subit la situation, elle s'efface, elle se sent impuissante et n'ose même pas exprimer clairement son besoin à Mathieu. Son besoin serait de rentrer à la maison et de ne pas trouver l'assiette sur la table. Elle espère que Mathieu réagira, comprendra et prendra l'initiative. Mathieu, lui, il est en plus-moins. Il évite le sujet, ne prend aucune responsabilité et renvoie le problème sur Sophie. C'est à elle de gérer. Il ne s'implique pas, il ne voit même pas le souci. Sophie en plus-moins et Mathieu en moins plus. Nous revoilà aux côtés de Sophie qui rentre du travail. Elle pousse la porte de chez elle, son sac glisse de son épaule et un long soupir s'échappe. Elle se sent fatiguée. D'un coup d'œil vers le salon, elle repère Mathieu, affalé sur le canapé, son téléphone vissé à la main. Toujours le même scénario. Elle se dirige vers la cuisine. Et là, son agacement monte en flèche. L'assiette de Mathieu traîne encore sur la table, entourée de miettes. La poêle sale est toujours là, elle aussi. Sophie lève les yeux au ciel, croise les bras et lâche d'un ton sec à peine contenu. « Sérieusement, Mathieu ? T'es resté tout l'après-midi à scroller sur ton téléphone et t'es même pas fichu de débarrasser ton assiette ?» Mathieu sursaute, pose son téléphone. Son regard évite celui de Sophie et d'une voix hésitante, il dit « J'allais le faire, mais j'ai oublié. » Et Sophie lâche un rire ironique. « Ah, bien sûr t'as oublié, comme d'habitude. Franchement, c'est quand même pas compliqué, si ?» Mathieu se lève maladroitement, les épaules rentrées. Il marmonne dans sa barbe et commence à ranger la table. Son visage est fermé. Analyse. Vous voyez la différence avec la première version ? Ici, Sophie est en plus-moins. Elle se perçoit comme ayant plus de valeur que Mathieu. Elle se positionne au-dessus de lui, le juge, le rabaisse. Elle lui fait bien sentir qu'il est tellement incompétent qu'il n'est même pas capable de débarrasser son assiette. Et elle exprime son agacement de manière agressive. Mathieu, lui, il est en moins plus. Il encaisse, sans répondre, bredouille une excuse sans conviction, et puis il finit par subir la situation en se sentant dévalorisé. Et si tout le monde était en plus-plus ? Sophie pousse la porte d'entrée. Encore une longue journée bien épuisante qui vient de s'écouler. Elle retire son manteau, laisse tomber ses clés sur la console. En passant dans le salon, elle aperçoit Mathieu absorbé par son téléphone. Puis, du coin de l'œil, elle entrevoit une assiette oubliée sur la table. Elle inspire profondément. Ok, pas besoin de s'énerver. En entrant dans la cuisine, confirmation. La poêle sale est toujours là elle aussi. Plutôt que de soupirer,
ou de ruminer toute seule de son côté, ou encore d'attendre que Mathieu devine ce qui l'agace, elle prend la parole et va droit au but. Mathieu, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour ranger la cuisine ensemble, ça m'aiderait vraiment. Mathieu lève les yeux de son téléphone un peu surpris. Il suit le regard de Sophie vers l'assiette. Ah oui, bien sûr, j'avais pas réalisé que j'avais laissé ça en plan. Attends, je m'en occupe, c'est à moi de le faire. Sophie esquisse un sourire de reconnaissance. Merci, j'apprécie. Analyse. Dans cette version, que tous les couples rêveraient sûrement d'avoir, Sophie ne s'énerve pas, ne reproche rien et ne se place pas en victime. Elle exprime son besoin de façon claire et posée, sans agressivité, ni sous-entendu. De son côté, Mathieu exprime sincèrement son oubli et propose de tout ranger directement. Autrement dit, il prend sa responsabilité en réagissant immédiatement. Les clés à retenir de ces échanges. Voici quelques points stratégiques sur lesquels s'appuyer pour établir ou rétablir une communication saine. Tout ce qui n'est pas dit n'est pas su. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du principe que l'interlocuteur va deviner ce qu'on a dans la tête, qu'il répondra à nos désirs et nos besoins comme par magie, ou qu'il anticipera nos frustrations. Si vous avez un besoin, c'est à vous de l'exprimer clairement. Vous êtes responsable de vous et de la relation à 50%, hein. Une demande claire vaut mieux qu'une attente floue. Dire « j'aimerais qu'on range la cuisine ensemble » est bien plus efficace que de soupirer en espérant que l'autre va comprendre tout seul ce qui se passe. Une demande concrète, sur le ton approprié bien sûr, a beaucoup plus de chances d'être entendue et acceptée. Le ton fait toute la différence. Comme je viens de le dire, le ton qu'on emploie est capital. Le contenu de votre message est important, mais la façon dont vous le dites détermine s'il sera bien reçu ou s'il sera rejeté. Une même phrase, selon le ton employé, peut passer pour une demande bienveillante ou une attaque blessante. En matière de communication, la manière dont on s'exprime est souvent aussi importante que ce qu'on exprime. Comment utiliser cet outil dans votre quotidien ? Je vous ai donné l'exemple du couple, mais on pourrait tout aussi bien parler des relations professionnelles, familiales ou amicales. Alors pas de panique, hein. Personne n'est en plus 100% du temps, et ce n'est pas le but, car ce serait un objectif vraiment impossible à atteindre. L'objectif, c'est d'apprendre à reconnaître quand on sort du plus, pourquoi on en sort et comment on peut y revenir. Et ça va vous permettre de prendre conscience de votre attitude et de ses conséquences sur vos relations. Parce que dans la vraie vie, c'est assez facile de basculer. Parfois, c'est le stress ou la pression du quotidien. D'autres fois, c'est une période difficile. Un déménagement, un deuil, l'arrivée d'un bébé. Même la fatigue seule peut nous faire réagir autrement que ce qu'on voudrait. Et souvent, quand on est embarqué, on tombe dans les mêmes pièges relationnels. Et je peux vous dire que c'est dur de rester en plus, quand on est en face de quelqu'un qui lui-même a quitté son plus. Ça, c'est un vrai challenge. Vous savez, par exemple, c'est ces petits trucs anodins qui vous font vriller, ou qui font vriller votre partenaire. Cette phrase piquante que vous laissez échapper sans faire exprès, juste pour voir comment il va réagir. Et paf, il réagit au quart de tour, et voilà, ce sont les schémas dont je veux parler. Si vous avez des ados, c'est pareil, hein. Vous leur demandez quelque chose, et ils lâchent nonchalamment un « flemme ». Alors, vous restez en plus ou pas ? Allez, je vous donne un dernier exemple. C'est le matin, vous devez partir au boulot, vous êtes pressé, un peu plus en retard que d'habitude. Vous demandez à votre enfant de 6 ans de mettre ses chaussures pour aller à l'école. Et puis lui, il joue, il traîne, il semble vous ignorer. Et vous êtes hyper pressé, vous sentez que la tension monte à l'intérieur de vous. Si vous êtes en version moins plus, vous allez soupirer et vous finissez par lui mettre ses chaussures en marmonnant « Mais tu fais pas d'effort !» Résultat, vous êtes agacé et lui, il commence sa journée sur une remarque négative. Si vous êtes en plus moins, vous perdez carrément patience. Bon, maintenant tu mets tes chaussures tout de suite, j'en ai marre de devoir tout répéter 15 fois, hein. Résultat, il obéit peut-être, mais sous la contrainte et avec frustration. Et vous êtes tous les deux insatisfaits et énervés. Ça serait quoi une version plus alors ? Vous prenez une respiration, parce que vous êtes tendu, hein, ça vous énerve bien sûr. Et cette fois vous dites
Écoute, on doit partir dans 2 minutes. Tu veux mettre tes chaussures tout seul ou tu veux que je t'aide à les enfiler pour aller plus vite ? Là, le cadre est clair. Vous le mettez en responsabilité de faire un choix. Résultat, vous ouvrez la voie à de la coopération. Bien sûr, je le redis et vous l'entendez, le ton sur lequel on prononce ces phrases est vraiment important. Vous voyez avec tous ces exemples, être en plus demande une vraie conscience de soi. Parce que souvent, on réagit sur le coup, sans prendre en compte notre propre schéma émotionnel. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on veut vraiment transformer nos relations, eh bien il faut aller creuser derrière. Comprendre quelles croyances, quelles blessures ou quelles habitudes nous poussent à répéter ces schémas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Et chaque petit ajustement fera une énorme différence. Alerte rouge, les signes que votre communication dérape. L'un des plus grands intérêts du modèle des positions de vie, c'est qu'il permet de repérer quand on sort du plus-plus. Mais alors, comment savoir quand on a basculé ? Quels sont les signaux d'alerte qui montrent que notre communication est en train de déraper ? Vos émotions vous envoient un signal d'alarme. Premier réflexe, observez ce que vous ressentez. Est-ce que vous sentez un pic de frustration, un pic de colère, du stress, de l'anxiété ? Est-ce que du ressentiment commence à s'installer, comme si une rancune silencieuse s'accumulait au fond de vous ? Ces émotions ne viennent pas de nulle part. Elles peuvent être le signe que la dynamique relationnelle est en train de se dégrader. Votre attitude et votre comportement changent. Prenez un instant pour observer votre façon de réagir. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces schémas ? Par exemple, vous adoptez une attitude défensive. Vous vous sentez obligé de vous justifier en permanence. Ou alors vous devenez agressif. Vous avez envie d'attaquer l'autre, de lui montrer à quel point il exagère. Ou vous êtes peut-être dans l'évitement. Vous préférez fuir la conversation, remettre à plus tard. Peut-être par peur de ce qui pourrait se passer, d'une rupture de lien. Ou enfin, vous êtes peut-être dans la suradaptation. Vous dites oui alors que vous pensez non, juste pour ne pas décevoir ou pour ne pas créer du conflit. Dans tous les cas, vous avez quitté le plus-plus. Votre corps parle pour vous. Si vous avez du mal à identifier vos émotions, essayez de regarder comment vous vous ressentez dans votre corps. Est-ce que vous sentez votre mâchoire serrée, vos épaules tendues, une boule dans le ventre ? Est-ce que vous vous sentez épuisé après chaque échange ? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez détendu ? Vous vous sentez en sécurité, dans un espace où vous pouvez vous exprimer librement. Si votre corps est sous tension, c'est un bon indicateur, un indicateur clair que quelque chose ne va pas. Vos pensées s'emballent et tournent en boucle. Vous pouvez aussi observer votre dialogue intérieur. Est-ce que vous commencez à ruminer ? Ruminer, c'est-à-dire à avoir des pensées négatives et répétitives qui tournent en boucle dans votre tête. Par exemple, ça peut être des phrases comme « de toute façon, je n'y arriverai pas » ou « je suis nul » ou alors ça peut être des jugements qui concernent l'autre. Il est vraiment tout, hein. Ces pensées sont le signe que vous avez basculé dans un mode moins plus ou plus moins. La relation elle-même se grippe. Quand la communication déraille, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça n'est plus fluide. Et il devient difficile de communiquer, de se faire comprendre et tout simplement d'entendre et d'écouter l'autre. Un indice, c'est quand vous sentez que la relation n'est plus équilibrée. Il y a apparition régulièrement, d'un côté ou de l'autre, d'un dominant ou d'un dominé, si je le dis comme ça. Vous n'osez plus être totalement authentique, par peur de la réaction de l'autre, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de sécurité et de confiance en vous, ou en l'autre, ou entre vous. Donc une certaine distance s'installe, voire même une méfiance. Exemple, si je lui dis ça, il va mal réagir. Du coup, vous tentez de trouver la meilleure formulation pour ne pas aller au clash, et là, eh bien, il n'y a plus de spontanéité possible. Comment réagir quand on remarque ces signaux ? Vous le savez, quand on est tendu, quand on ne pense pas clairement, c'est jamais facile d'analyser les choses sur le moment. Mais dans l'après-coup, vous pouvez vous poser pour analyser ce qui se passe. Refaites-vous le film de façon la plus neutre possible. Essayez de prendre conscience du moment où vous avez basculé. Si pendant que vous vous repassez le film,
une émotion apparaît, eh bien notez-la. Et demandez-vous, est-ce que c'était la même durant votre conflit ? Vous pouvez aussi émettre des hypothèses sur les raisons qui vous ont fait basculer. Si parmi elles, certaines dépendent de vous, alors là, vous avez des pistes de plan d'action. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander comment vous auriez pu retourner en plus. Concrètement, dans votre ton, votre gestuelle, dans votre corps, comment vous auriez pu retrouver vos rails du plus. Qu'est-ce que vous auriez dit, par exemple ? Et puis si vous faites cet exercice, souvenez-vous que personne n'est parfait. Personne n'est jamais 100% du temps en plus. Et à vrai dire, on est tous moches quand on commence à basculer dans du plus-moins ou du moins-plus. L'idée, ce n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort ici. C'est de retrouver votre base de sécurité plus. Parce que vous l'avez compris, si vous retrouvez votre plus, il sera beaucoup plus facile d'être dans une dynamique de coopération et de communication saine. Conclusion, le secret d'une communication équilibrée, vous avez 50% du pouvoir. Quand j'ai découvert cet outil, je me suis demandé mais pourquoi il n'était pas plus connu ? Combien il m'aurait été utile avec les familles que j'accompagnais en consultation ? Et puis aussi, il est super utile d'un point de vue personnel. Il est facilement explicable, facilement actionnable et il a un énorme avantage, il remet chacun à sa place. Et en place de prendre sa propre responsabilité. Car même si vous avez l'impression que c'est l'autre qui crée ou induit le problème, vous avez toujours le choix de réagir différemment. Vous pouvez soit alimenter le cercle vicieux, soit amorcer un cercle vertueux. Parce qu'en réalité, dans une relation, chacun porte sa part du conflit. Alors bien sûr, c'est tentant de rejeter la faute sur l'autre, mais soyons honnêtes. Combien de conflits ont été résolus grâce à une mentalité du type « c'est de sa faute, pas de la mienne ». Eh bien spoiler, quasiment aucun. Et finalement, je dirais que ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous avez entre vos mains 50% de la solution. Et ça, c'est un vrai super pouvoir. Mais comme le dit l'adage, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager dans vos stories Instagram en me taguant pour aider d'autres personnes à découvrir cet outil. Et si vous voulez soutenir mon travail, laissez-moi un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très bientôt.